C'est impossible de réussir financièrement sans faire de crédit. Non, et j'en suis une des nombreuses preuves, je pense. Entreprendre, il faut beaucoup de moyens financiers, selon toi? Surtout beaucoup de volontaires. Les valeurs éthiques ralentissent le développement d'un business. Non. Du tout, du tout. Refuser certaines opportunités, c'est perdre de l'argent? Tout dépend des raisons pour lesquelles on les refuse. Bonjour à tous. Bonjour Yanis. Bonjour, Bonjour. les gars, ça va? Ça va et Super. toi? Merci d'être venu. Merci d'avoir Avec répondu plaisir, présent. merci pour l'invitation. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour nos followers, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, C'est ça. nos abonnés, nos followers, nos amis. En tout cas, c'est un honneur pour nous et pour eux que tu sois présent parmi nous ce soir. Je suis honoré d'être invité parmi vous pour partager ce moment-là. Simon, nous on te connaît. Beaucoup de nos abonnés, beaucoup de gens te connaissent ou te connaissent à travers la grande marque que tu as fondée, ou tu as confondée, pour le coup, avec ton frère. On va revenir sur cette histoire. Et présente-toi, mon ami, on voudrait te connaître. Et plein de personnes voudraient te connaître. Hein, avant tout, je suis un fils, le fils de mes parents. Je suis le père de mes enfants. Et je suis entrepreneur et je suis l'ami de mes amis. Voilà. Très belle présentation. Si tu peux nous raconter un peu ton parcours dans les grandes lignes, dans quel contexte tu as grandi, qu'est-ce que tu as étudié dans ta vie, si tu as fait des études, comment tu as évolué jusqu'en arriver, et on va arriver juste après à cet épisode d'Otakos. Si tu peux nous résumer, c'est 25 ans, 30 ans, en quelques secondes. Moi, déjà, je viens d'une ville qui est collée à Grenoble qui s'appelle Saint-Martin-d'Air. J'y ai passé mes 21, 22 premières années. J'ai grandi là-bas. J'ai fait mes premières expériences là-bas. Je l'appelle souvent le centre de formation parce que pour moi, ça a été l'école de la vie. J'ai appris énormément de choses là-bas. J'ai continué d'en apprendre après, mais j'en suis fier parce que ce qui m'a été... J'ai été imbibé d'une matière qui a fait un petit peu l'homme que je suis et qui m'a porté par la suite, en fait. C'est quoi cette matière? Les Grenoblois, on a un style assez particulier. Okay. Et en fait, même quand tu changes de ville, tu vois que même si on est dans le même pays, on n'a pas tout à fait les mêmes comportements face aux situations. Tu vois, un Marseillais ne va pas réagir comme un Parisien, comme un Grenoblois. C'est par rapport aux valeurs, par rapport au comportement, je pense que à la c'est culture. le résultat d'un environnement. Tu vois, on suit globalement tous un peu les mêmes tendances. On est dans le même pays, tu vois, c'est tout con, mais par exemple, l'humour, on va rire des mêmes choses, mais je vais jamais autant rigoler qu'avec les gens de chez moi, par exemple, parce qu'on rebondit sur les mêmes choses. Il y a des Exactement, on est choqué par les mêmes choses, on rebondit sur les mêmes choses, notre sens de l'humour, il est particulier, et ça veut dire que tu peux rire avec tout le monde, je rigole avec des gens de Bordeaux, de Paris, tout ça, mais quand c'est entre nous, il y a un truc. Ouais. Et quand tu parlais de matière, qu'est-ce qui t'a été inculqué au-delà de l'environnement grenoblois? Énormément de choses, tu vois, la question elle est très vague, mais si tu devrais le résumer. Un gros trait de caractère, c'est qu'on est assez direct. Et pas toujours politiquement correct, mais très direct et valeureux et travailleur. Et déterminé aussi. Et ça, ce sont des valeurs que tu partages avec les Grenoblois de manière générale, ou c'est plutôt dans ton contexte familial, des valeurs qu'on t'a inculquées, qui sont liées vraiment à peut-être ton quartier, ta ville, tes c'est des valeurs que je amis. retrouve beaucoup avec des gens dans toute la France et particulièrement aussi avec des gens avec qui j'ai grandi. Donc, je le vois un petit peu partout. Après, même dans notre approche du travail, on a
des styles différents. Et même la manière dont on porte notre parole, tout ça, c'est différent, tu vois. C'est des gens avec lesquels tu aimes travailler? Ces gens qui Ouais, ont ces valeurs-là? ouais. Parce que quand ça va, et quand ça va pas, mais au moins on Ouais, se moi le c'est dit clair. et on n'a pas besoin de mettre la forme. T'as fait quelle étude, pour le coup? T'as fait des études jusqu'où, Grenoble, du coup? Ouais, donc ouais, j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai enchaîné, je suis allé en DUT thermique et énergie. Et après le DUT, j'ai fait un master génie des systèmes industriels, option thermique et énergétique. Voilà. Tu t'en rappelles encore? Je vais jamais aller chercher le diplôme. Mais tu l'as eu. Ouais, je l'ai eu, mais il faut que j'aille le chercher. Et c'est là que c'est à partir de ce moment-là que l'aventure au tacos commence? Ouais. Ça a démarré un petit peu avant la fin de mes études. L'idée, je l'avais déjà depuis peut-être 2 ans avant la fin de mes études. Mais comme ça tenait beaucoup à cœur à mes parents, que je termine mon cursus scolaire, je suis allé au bout. Pour avoir un petit peu la paix vis-à-vis de la famille. Et après, la première chose que j'ai fait, je crois que j'ai eu mon diplôme en juillet-août. On a dû ouvrir en octobre. Ah oui. Ça veut dire qu'en fait, j'avais déjà commencé à travailler dessus avant, avant de terminer mes études. Est-ce que c'est une chose que tu regrettes, toi, d'avoir été jusqu'au bout de tes études? Tu aurais pu te lancer à fond 2 ans plus tôt, peut-être, et finalement, t'es allé au bout pour faire plaisir à quelqu'un en plus ou à la famille. Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? En fait, je ne sais pas aujourd'hui vous dire à quel point ça a pu me servir dans, admettons, ces 2 dernières années où j'aurais pu commencer tout de suite, à quel point ça peut me servir dans mon parcours. Mais ce que je retiens, c'est que aussi dans les affaires, il y a une question de timing et que avec du recul sur le parcours, le timing, il était bon aussi. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. J'aurais pu commencer 2 ans avant, comme peut-être 2 ans après. Au moment où on l'a fait, ça l'a fait. Donc, c'est tout ce qui compte. J'aimerais bien revenir, avant de rentrer vraiment sur le développement d'Otakos, sur l'homme qu'il y a derrière Otakos, derrière cette aventure. Parce que, en fait, un projet, ce que j'ai pu remarquer dans mes différentes expériences, c'est ce qui est plus important que le projet en lui-même et que l'idée, c'est vraiment l'équipe dirigeante, l'équipe qui va porter ce projet. Et tu nous as parlé des valeurs, et tu nous as dit que les valeurs que tu portes sont des valeurs qui sont bonnes dans le business. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces valeurs? Peut-être nous donner un exemple d'un moment où ça a fait la différence? Déjà, un petit peu pour résumer ce que tu as dit, c'est que c'est les hommes qui font l'argent et pas l'argent qui fait les hommes. Déjà, ça marche pour moi que dans ce sens-là. Et après, les valeurs que je porte, elles sont issues de mon parcours, elles sont issues aussi de mon éducation, elles sont issues aussi de ma religion. Et en fait, je pense que je suis un mix un peu des trois, au sens où c'est ces trois choses qui influent non seulement mes décisions, mais aussi qui je suis et comment j'avance dans la vie. Après, tu vois, c'est dans toutes les décisions, il y a différents paramètres qui pèsent. Mais c'est vrai que la religion, c'est une référence parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont énumérées dedans et qui évoquent la vie courante. Tu vois, ça peut être autant dans la finance que dans les relations qu'on a avec les gens. Et souvent, pour nous, c'est le dernier arbitre. Et donc tu trouves que toi, t'accrocher à ces valeurs religieuses, ça t'a permis aussi de réussir mieux d'un point de vue professionnel? Parce Ouais. que souvent, dans le contexte français, on décide de mettre notre religion de côté. Quand je suis au travail, je suis au travail, Bien sûr. je suis l'employé, et quand je suis à la maison, je fais la prière et le ramadan, quoi. Bien sûr, il y a pas de problème, mais que je sois au travail ou pas, je reste qui je suis. Ouais. Donc après, c'est plus de comment on arbitre
Ça, dans nos relations avec les autres ou même dans nos sociétés. Exact. Elle est là la question. Exactement. Exactement. Tout est une question d'arbitrage. Exactement. Comment t'es venu l'idée d'Otakos? Pas compliqué. Déjà, je vais... Le nom, le je vais- concept, on veut comprendre ça. Parce que tout le Je monde vais- connaît Otakos. Je vais... Je pense que même voilà, ceux qui nous écoutent ont tous goûté un Otakos. Ouais. Mais on veut comprendre derrière le O apostrophe tacos, qu'est-ce qui est? Déjà, on va taire un conflit entre Grenoble et Ah Lyon. voilà, ah voilà, on en profite. On va calmer ces histoires. Vas-y, je t'en Le prie. tacos, il vient de Lyon. Voilà, Non. vous avez bien entendu. Le tacos Voilà. vient de Lyon. Parce qu'une fois, je suis monté d'un taxi et j'allais à une réunion de franchisés. Et le taxi me dit, tu fais quoi dans la vie? Et c'était à Lyon en l'occurrence. Et je lui dis, je travaillais au tacos. Et il commence à s'énerver un petit peu. Non, mais le tacos, ça vient de Lyon, ça vient pas de Grenoble. Nous, on n'a jamais dit ça. Non, en fait, ce qu'on a réussi à faire, nous, que les autres n'ont pas fait, en fait, le tacos, c'est un sandwich qui vient de Lyon et qui était développé par des indépendants un petit peu, tu vois. Moi, j'ai connu parce qu'il y en avait un proche de chez moi quand j'étais ado. Je devais avoir peut-être 16 ans quand ça a ouvert, 15-16 ans. Et j'y allais souvent et j'aimais bien. Et en fait, la première idée, c'est quand on allait dans les autres villes, il n'y en avait pas. J'ai eu la chance de faire un stage étudiant à Nice pendant 3 mois pendant mes études, il n'y en avait pas. Et après, je bougeais un peu, Montpellier, Bordeaux, je voyais qu'il n'y avait pas. Et la première idée, c'était de dire, bon, ben, le produit, il est fort, il est bon, et c'est pas normal qu'il n'y en ait pas. Donc, la première idée, c'était pas de faire tout ça, c'était d'ouvrir un restaurant et d'amener ce produit-là dans des villes qui ne connaissaient pas. Et après, il y a eu d'autres étapes qui sont venues, après qui sont enchaînées. Mais à la base, c'était un peu développé que par des indépendants, comme il a pu se développer le kebab en France, tu vois. Et sauf que nous, on l'a professionnalisé, on a mis nos propres recettes, on a optimisé les cuisines, on y a mis du marketing. Et on a trouvé la manière de partager cette réussite aussi. Parce qu'en fait, à l'époque, tu vois, je te coupe, mais Non, vas-y, je t'en prie. c'est tout le monde cachait sa recette. Tu vois, en mode, faut pas que l'autre il le sache. faut pas que les autres ils sachent. Les gens ils fermaient un peu la confidentialité avec leurs collaborateurs, tout ça. Et nous, en fait, on est arrivé, on l'a fait dans un premier temps. Et après, on a trouvé une manière de faire en sorte qu'on puisse partager cette réussite avec d'autres et trouver un win-win. Nous, en fait, on n'a pas fait en mode commerçant, on l'a fait en mode business. Comme quoi, la transparence. Et tu m'avais dit une chose par le passé, quand on discutait, qui m'a beaucoup marqué. Et tu m'as dit, je voulais un produit pour les autres comme pour moi. Bien sûr. Et cette valeur-là est extrêmement importante, c'est-à-dire que la plupart du temps, on veut faire des choses pour les autres, sachant qu'on n'est même pas sûr qu'on les voudrait pour soi-même. Et ça, c'est une belle valeur. Et Je pense que... Ce que tu m'as dit, ça m'avait vraiment un peu marqué, ça. Bien sûr, mais déjà, quand... Tu vois, ça part d'un kiff. À la base, on kiffe ce qu'on fait et on le fait pour que les gens ils aiment aussi. Donc, tu vois, on le fait avec le cœur. Et tu sais que quand tu le fais et que tu t'appliques et que tu as envie que le client il ait la meilleure expérience possible, forcément, tu es rétribué derrière. Enfin, ça, j'en suis vraiment convaincu. Et c'est pareil avec les collaborateurs. Moi, ce que je dis souvent dans mes sociétés, tu vois, c'est gérer l'argent de la société comme si c'était le vôtre. Tu vois, des fois... Tu peux avoir un collaborateur, c'est un dépensier. S'il est dépensier avec l'argent de la société, en fait, il est comme il est. Mais si je vois quelqu'un qui n'est pas dépensier et qui, quand il est avec la société, il est olé olé, ça me pique un peu, tu vois. Mais tu vois, il y a une chose que je remarque, c'est que tu as quand même fait des études longues. Tu as fait un master, tu as été jusqu'au master. Et déjà, d'une, tu as entrepris. Tu n'as pas été... T'as jamais été employé à ce moment-là? T'as été employé quand même? J'étais employé même à partir de la première fois que j'ai travaillé.
Officiellement, j'avais 16 ans. J'ai fait... Dans ma ville, on avait tous le droit à une semaine de la mairie. On connaît ça. Ouais. Un mois, nous, c'était. J'ai pris ma semaine, j'ai pris mon T'as fait argent, quoi j'étais là-bas? content. Je nettoyais mon quartier. Ok. Donc, je l'ai fait pendant une semaine. Après, tu sais, il y a toujours des petits travails que tu fais un peu à gauche, à droite, un peu avant que tu aies 16 ans, tu te débrouilles. Ouais. Des fois, Les marchés. on te donne une petite mission, tu prends 15 euros, tu vends les calendriers du foot, tu prends 50 euros. Tu vois, on se débrouillait déjà. Et après, moi, je profitais de chaque été, quand j'étais étudiant, déjà pour travailler un maximum. Et mes dernières années de master, je travaillais à temps plein. C'est-à-dire, t'étais en alternance? Non, à temps plein. J'avais trouvé un travail. T'allais plus en cours? Je loupais tous les vendredis, ouais. D'accord. J'étais en équipe week-end-jour. À Grenoble, on a les salles blanches, là. ST microélectronique, Soitec. Moi, j'étais à Soitec. Et en fait, Grenoble, c'est un berceau un peu de la microélectronique. Donc, je travaillais à l'usine. L'usine, elle tournait 24-24. Moi, je faisais le samedi, j'étais dans l'équipe du week-end-jour. Et ça veut dire que sur mes dernières années d'études, j'ai une partie où j'avais un salaire Ok. entier qui rentrait. Et t'as pas voulu, après, être employé dans le secteur dans lequel dans lequel t'as étudié? Non, parce que j'avais déjà mon idée d'entrepreneuriat. Et ça te brûlait? Ouais. T'avais envie d'y aller, de foncer? Ben oui. Ça me brûlait et je me suis dit vraiment, hein, la question que je me suis posée, c'est si je le fais pas maintenant, je vais pas le faire quand j'aurai des charges, peut-être, je sais pas moi, une femme, des enfants, des responsabilités, peut-être, tu vois, autre. T'as eu peur à ce moment-là de te lancer? Non, mais j'ai eu peur d'échouer. T'as eu peur d'échouer? Ouais. Pourquoi? C'est vis-à-vis de qui plutôt? Peut-être vis-à-vis de qui plutôt, la peur? Bonne question. Vis-à-vis La de famille? toi-même, la famille, la réputation. Beaucoup de choses, hein. Ouais, c'est plusieurs choses. Plusieurs choses. Vis-à-vis des épreuves que j'ai pu avoir et qui, selon mon jugement, n'étaient pas correctes et qui font que j'aurais pas aimé échouer. Tu vois, si dans ton parcours, il y a des embûches et que c'est pas faire, tu vas pas... C'est dur d'accepter, de dire en plus, non seulement, hein, des fois, les gens, ils n'ont pas été faire ou ça n'a pas été juste, et en plus, j'y arrive pas. Je préfère... Ça n'a pas été faire, mais ça a marché quand même. Je vais quand même y aller et je vais quand même y Ouais. arriver. Ça donne de l'énergie. Ça donne la force. Ouais. Et quand tu dis faire, tu parles de difficulté? Plus d'humain, là. Tu vois, plus d'humain. Tu vois, tu vois, quand on parle de valeurs, tu vois, j'ai plein de défauts, plein de qualités, j'espère. Mais en tout cas, à chaque fois que j'interagis avec un autre être humain, ma première intention, elle est toujours noble. Toujours. Tu vois? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot noblesse? C'est-à-dire de ne pas avoir d'intérêt avec la personne. Qu'est-ce que tu Non. mets derrière ce mot noble? La connaissance de la personne purement et Les simplement? bonnes intentions. Tu lui veux pas de mal. Voilà. Ou t'as pas d'intérêt forcément? La bienveillance. Bienveillance. Ça veut dire que tu peux interagir avec des gens amicalement, professionnellement, ou tu peux être des fois simplement marié avec ta femme ou autre. Mais toujours dans mes intentions, j'essaye de mettre ça en œuvre de prime abord dans toutes les relations que j'ai. Bienveillance, chez nous on dit la nia, Oui, l'intention, la bonne intention. Ouais. voilà. Otakos commence. Comment t'as financé ce projet-là? Parce que tu nous as parlé que tu as travaillé, donc tu étais en équipe de jour, pendant 2 ans tu as travaillé, donc ça veut dire que tu avais commencé à mettre un petit peu d'épargne de côté, en anticipant le lancement de ce projet.
Donc, maintenant, on va essayer d'avoir une big picture sur tout, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Comment tu as financé tout ça? Parce que la finance est un vrai sujet. C'est le podcast Parlons Finance Islamique, mais on s'intéresse beaucoup à l'éthique et à la finance à travers ça. Et tu es un exemple et un modèle en termes d'entrepreneurs pour qui la difficulté financière s'est présentée. On voudrait comprendre, et nos auditeurs aussi veulent le comprendre, comment tu as pu allier tes valeurs et la question du financement à travers sans doute un des plus beaux projets des 10 dernières années en France. Déjà, pour que vous fassiez une idée, le premier restaurant, il a coûté 40 000 euros. C'est où? À Bordeaux. À Bordeaux? Ouais. Il a coûté 40 000 Pourquoi euros. à Bordeaux alors que t'es grenoblois? Qu'est-ce qui s'est Parce passé? qu'il n'y en avait pas à Bordeaux. Alors qu'il y en avait à Grenoble. Tu suis pas, hein? Eh oui, c'est vrai. Il suit, mais il rappelle à nos auditeurs. Attention. Tu vas pas commencer à le tailler, toi. Arrête, vas-y. Arrête, sois gentil avec lui. Tu m'as dit que tu étais bienveillant. Non, je plaisante. On reprend Bordeaux. Ouais, et Bordeaux, donc il a premier coûté restaurant. 40 000 euros. Moi, j'avais emmagasiné 20 000 euros. Et à cet âge-là, T'as quel âge à ce moment-là? j'ai 21 ans. Ouais, 21 ans. J'hésitais entre m'acheter une voiture et faire un restaurant. Ça aurait été la Heureusement. pire erreur de ta vie. Alhamdoulilah, t'as bien t'imagines. arbitré, vous êtes blanc. Ouais. Et donc, j'ai mis 20 000 et il manquait 20 000 au projet. À la base, je devais faire avec des potes. Finalement, je fais avec mon frère. Par la force Ton des grand choses. frère Ouais. Ok. Ouais. Donc il est venu avec toi. Ouais. Il est venu, financièrement, il a comblé Ouais. ce qui manquait. Et donc vous êtes Exactement. associés pour lancer le premier Otakos à Bordeaux. On est en quelle année? 2011. 2011. Ouais, Et pourquoi ouais, t'es pas il passé ouvre par en une banque? 2011, j'avais 22. Et pourquoi t'es pas passé par une banque? 20 000 euros. T'avais déjà un peu d'épargne, pourquoi t'as pas demandé une banque? C'était pas... Même si j'avais voulu, il m'aurait pas prêté de toute façon. T'as la réponse. T'as la Tu réponse. vois. Ouais, non, c'était pas... Tu vois, déjà, à cette époque-là, j'étais même pas encore dans la réflexion de finances islamiques ou pas, tu vois, mais je pense que même si j'avais voulu, on m'aurait pas prêté. Moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que tu dis qu'à 21 ans, tu avais déjà 20 000 euros à Ouais. peu près de côté. Mais ça, moi, enfin, pour voir dans mon entourage, il y a des étudiants qui travaillent, qui font des stages, qui font des alternances, donc qui ont des revenus récurrents. Et à la fin de leurs études, bon, ils ont des dettes avec les écoles et ils n'ont rien de côté parce qu'ils ont tout dépensé dans Ouais. des voyages, pour le plaisir. Toi, qu'est-ce qui a fait que c'était dans ton éducation que tu t'es dit je vais commencer à mettre de côté, je vais prévoir pour des projets ou pour une voiture ou pour des projets Tu entrepreneuriaux? vois, sur mes premières années d'études, je t'ai dit, je travaillais les étés et tout. Et en fait, l'argent que je cumulais l'été me permettait de passer une bonne année. Tu vois, parce qu'à cet âge-là, tu as des potes qui travaillent, d'autres non. Et ça me permettait de faire tout ce que je veux au courant de l'année. Aller au cinéma, sortir avec les copains, je faisais, tu vois. Si je vivais convenablement, je m'achetais des vêtements et tout. Donc ça allait. Et en fait, le fait qu'il y ait eu cette idée-là, ce projet-là, après, tu as un fil conducteur. Une fois que tu as un fil conducteur, tu sais pourquoi tu le fais. Donc tu as eu l'idée super tôt en fait. Ouais. Ouais, je devais avoir 19, comme ça. Donc pendant 2-3 ans, tu as économisé. Une fois que tu as l'idée, tu te dis, bon, ouais. Et ça veut dire que tu te mets dans les meilleures dispositions pour accomplir tes idées. Et en tout cas, il y a eu du sacrifice. Et donc, ouais. Ouais, tu euh, t'es pas trouvé des excuses, j'ai pas d'argent, tu t'es relevé Non. les manches, t'es allé travailler, Exactement. t'as trouvé ton argent, tu t'es associé. Ouais, Avec ton frère. ouais. C'était pas une éducation financière que t'as eue en particulier, c'est vraiment la motivation de te dire il faut que je fasse des choses, il faut que je construise quelque chose, Donc je collecte, donc j'épargne. donc j'épargne. J'ai une maman qui est très... Tu vois, ma carrée mère est sur les très, comptes. très économe. Mon père, il est un peu plus dépensier. Ouais. Je sais pas quelle influence je tiens. Moi, je pense que j'ai un peu des deux, clairement.
Euh, donc, tu vois, mais quand même, tu sais que le fait que j'ai foi en ce projet et le niveau de foi que j'avais à ce moment-là dans le fait que c'était une bonne idée a fait que je me suis restreint suffisamment pour arriver à ce résultat-là. Ah, c'est fort. Ouais. Respectable. Mhm. Respectable. Le sens du sacrifice pour suivre ses On objectifs. n'a rien sans rien de toute façon. Ouais. On est dans le monde de rien sans rien. Mais on est dans le monde de l'instantané aussi. Exactement. Mais il faut arrêter de croire que l'argent il se fait instantanément. Et tout au long de tous les projets que j'ai réalisés dans ma vie, justement, peut-être que l'une des plus grosses vertus, ça a été la patience Ah ouais, parce que moi vis-à-vis de l'argent. j'avais vu sur YouTube qu'on pouvait faire 10 000 euros en 2 jours, alors c'est pour ça que je suis un peu perturbé, je comprends pas. Ça me... Il y en C'est a, fait. il y en a, ils sont plus rapides. J'ai vu des Ils formations. proposent en moins d'une heure de Ouais. faire. Avec des formations à 500, 1000, 2000, 3000 euros, je sais pas. Tu sais, mon avis, moi, les as sur pris, les ouais. formations, je pense que ce qui prête des fois à confusion, c'est que il y a beaucoup de contenu où tu vas avoir peut-être 80 à 90% des choses qui sont vraies et 10 à 20% c'est n'importe quoi, mais c'est là que ça dérape. Et quand je regarde un format, moi je suis pas du tout contre, mais je me pose toujours la question de la personne qui réalise ce format-là, c'est quoi son modèle économique? Parce que tu me dis, tu écoutes mes conseils, tu vas devenir millionnaire. Mais en fait, si tu sais si bien faire, t'as pas tant de temps que ça accordé à expliquer à tout le monde comment l'être, parce que tu sais tellement bien le faire que ça devrait t'occuper plus que ça. Et il y a des gens, en fait, parfois, c'est leur job principal, d'expliquer aux gens comment ils doivent faire. Fait. Moi, ça m'interpelle. Tu te lances sur Otakos, sur ce projet-là, donc c'est la première année d'Otakos. Et à ce moment-là, est-ce que dès la première année, tu es déjà rentable? Ou est-ce que ça vient petit à petit? Comment ça se passe? Parce qu'on parlait de la patience. Tu as eu besoin Ouais. d'être patient là-dessus aussi? Déjà, il y a un sentiment que j'ai traversé sur les premiers mois et qui doit parler aux entrepreneurs. Tu vois, les premiers mois, du coup, j'avais collecté des droits au chômage et quand tu lances un projet, tu peux décider de distribuer ton chômage sur plusieurs mois, c'est ce que j'ai fait. Et c'est très bien. Et en fait, sur les premiers mois, tu vas au travail, il manque plein de choses dans le resto et tu sais que tu n'es pas au point. Et ça veut dire que tu prends sur ton pôle emploi qui finance un peu ta vie pour payer des choses dans ton restaurant. Et tu réfléchis, tu dis, mais en fait, là, tout de suite, ça me coûte de l'argent d'aller travailler. Je fais 70-80 heures par semaine. Tu vois, limite, tu te dis... C'est pas bénéf. Ouais, quand tu passes de... Tu vois, avant ça, j'ai toujours été salarié. Première expérience d'entrepreneur. Sur les 3-4 premiers mois, tu te retrouves, tu te dis, ah, là, il manque un frigo, il manque ça. Tu vois, le toaster, il marche pas. Ou tu vois, plein de petits trucs où je veux faire imprimer ça. Et tous les besoins de ta société, tu sais qu'il manque et toi, tu veux accélérer. Donc, tu prends sur ton argent, mais tu réfléchis, tu te dis, ça me coûte de l'argent d'aller au travail. Et je travaille beaucoup. C'était ça la première... Je paye pour travailler. Ouais. Et t'as eu des doutes à ce moment-là? Comment? T'as eu des doutes à ce moment-là? Parce que c'est tentant de se dire, Bien bah, sûr. je... Bien sûr, tu te dis... Parce que à ce moment-là, moi, ce qui m'a peut-être manqué, c'est un mentor ou quelqu'un qui est plus expérimenté, qui puisse me dire que c'est plus ou moins normal ou comment traverser. Quand tu avances à l'aveugle, toujours il y a la question que tu te poses, peut-être je fais tout ça pour rien, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Mais chez moi, ça stimule plus d'énergie de travail en fait. Parce que
tu vois, c'est un peu quand on a trop fait, vas-y, ben, en fait, il faut que ça marche. C'est clair. J'ai trop investi pour que ça marche pas. Ouais. Ouais, je comprends. Plus tu avances, plus tu dis, ben, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, tu as vu, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Et Ou ça le commence, chat ouais, le ça chien. commence Parce à... que si ton projet ne marche pas, eh ben, peut-être que tu vas creuser encore plus. Ouais. Mais ça fait partie du jeu, en Jusqu'à fait. t'enterrer. Ouais. Et ça commence à marcher à partir de quand? Déjà, le point positif, c'est que chaque mois, le chiffre d'affaires, il grandissait. Tu vois, Donc tu vois quand même les résultats ouais. concrets de ton travail. Le premier jour, on fait 80 euros. Et 70 euros, c'est les copains. Et ils vont pas venir tous les jours. Donc, tu réfléchis. Ouais, tu te dis, bon. Mais tu vois, je crois, je regardais l'autre jour, on en parlait avec mon frère. Je regardais, là, il m'a sorti un tableau. Je crois le premier mois, on fait peut-être 150 euros par jour. Après, 250. Après, 350. Après, ça monte, tu vois. Ça monte chaque mois, tu vois. Donc, en fait, comme tu sens que l'énergie, elle est positive, la croissance, ça donne de la confiance. Tu vois. Le fait que même si, tu vois, au début, tu n'es pas rentable, tu vois que ça va dans le bon sens. Et en plus de ça, j'avais vu les chiffres baisser, je peux pas te garantir que je serai là, tu vois. Mais bon, de creuser en dessous de 80 euros, c'est difficile. Tu vois, on part tellement de zéro que c'était difficile de descendre plus, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y en a, moi j'en connais, qui ont lancé des affaires. Et puis en fait, ils ont le cuisinier qui est là. Et il n'y a personne qui vient dans les commander. Donc ils payent le cuisinier pour rien. Pour Ouais. rien faire. Il y a la Mais matière déjà, première, mais c'est périssable. première chose, avant de payer quelqu'un, il faut être en mesure de le payer. Mm. Ça veut dire que pourquoi tu embauches quelqu'un pour faire le travail, si tu n'as pas assez de flux de clients, c'est toi qui es censé être derrière. Donc c'était toi à ce moment-là qui faisait les Bien tacos. sûr, C'est toi qui faisais la cuisine, c'est toi mais qui bien faisais- sûr. Ah, tu ne l'aurais pas dit, là. On le découvre en direct. Que le haut tacos, à l'origine, c'était lui dans les cuisines. Donc tu connais les recettes par cœur, enfin Ouais. celles de l'époque. c'est ça. Bien sûr. Un jour, je t'inviterai, je t'en fais à la maison. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous êtes bienvenus. Merci. Vous faire barbecue, tout ça. Avec plaisir. Ouais. Et du coup, l'évolution après, le premier restaurant a commencé à être stable à partir de combien de temps? 6 mois, 9 mois, un an après? Pour Tu un vois, peu l'évolution. le premier bilan, on a fait un bilan sur peut-être 16 mois, 15 mois, tu vois, un truc comme ça. Peut-être on a immatriculé la société en septembre. Mais 2011, hein, je rappelle, c'est ça. ouais. Mais au bout de 5 mois, j'ai pu commencer à me verser un salaire. J'arrivais à payer tout le monde, tu vois, comme il faut. Et à la fin de la première année, on avait emmagasiné à peu près 20-25 000 euros de trésorerie. Donc, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Par exemple, quelque chose dont tu te rappelles qui n'allait pas la première année? La charte graphique, le design du restaurant, la déco, le matériel en cuisine. Et en fait, toi, tu travailles tous les jours, tu vois. Et tu vois qu'est-ce qui pourrait être mieux fait, tu vois qu'est-ce qu'il faut améliorer. En fait, la première année, tout l'argent qu'on a gagné, on l'a remis dedans, on a refait le restaurant à neuf. Mais Et ça veut dire que déjà, il fallait fermer. Il est fermé combien de temps? Un mois? Mais en même temps, on a eu un dégât des eaux. Ouais. Je me souviens, on avait eu un dégât des eaux. Et j'ai dû gérer ça avec l'assurance. Qui ne voulait pas rembourser. Bah oui. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est les faits. Et au final, on s'est débrouillé. Et donc, il y a eu les deux en même temps, tu vois. Et on a peut-être fermé 45 jours Ah oui, de quand même. 2 mois.
On aurait pu faire ça en 3-4 semaines. Hmm. Mais en plus, comme les deux, ils sont jonglés, quand j'ai eu le dégât des eaux, j'ai dit, allez, on va en profiter, on va tout refaire. Et en même temps. Par rapport à certains business, ça va quand même relativement vite. En 5 mois, hein, tu dis que tu te verses un salaire. Ouais. Dans le milieu des startups, c'est en général les 2-3 premières années où ils ne se payent pas. Ouais. Et en tout cas, c'est une grosse force de Tu ce vois, business-là, ou c'est dans ce business-là, ou c'est vraiment parce que vous avez mené le projet d'une certaine façon, ou que vous avez une réussite Tu particulière. vois, nous, on n'est pas un business comparable aux startups. Ouais. Tu vois, la restauration, c'est du dur. Ouais. C'est du Entre concret. guillemets, exactement. Je te donne du produit, tu le manges. Exactement, il n'y a pas... En fait, c'est il du y a- commerce. Tu vois, une société comme Uber, elle a été rentable des années et des années après sa création. Tu vois, tu vas jamais porter un projet de restauration aussi longtemps à perdre de l'argent. Je vois pas quel investisseur il va te suivre sur de la restauration avec cet état d'esprit-là. Tu vois, on est vraiment dans deux business qui sont... Conceptuellement différent. Ouais, exactement. Et donc à ce moment-là, si je comprends bien, à la fin de cette première année, avec les 25 000 euros de trésorerie que vous aviez déjà, il n'y a pas de question particulière d'aller chercher des financements externes. Vous pouvez vous autofinancer, c'est la capacité d'autofinancement en compta. Donc vous pouvez vous autofinancer pour continuer à développer l'activité Exact. à ce moment-là. Donc toujours pas de financement externe, Non. ça vous suffit pour faire les rénovations et améliorer les process, les recettes, etc. Et du coup, juste pour qu'on continue et on va arriver après, donc du coup, tu commences à croître, bilan au bout de 18 mois, dégâts des eaux, tu réinvestis la trésorerie, donc ça commence à marcher correctement à Bordeaux, le premier. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième. À Bordeaux? Ouais. Pourquoi ça marchait? Enfin, il y avait une autre, dans un autre quartier? C'était quoi que Ouais, tu avais identifié? On a ouvert dans un autre quartier, Ok. à Gambetta. Mais pourquoi Bordeaux? Vu que tu nous as dit tout à l'heure, il y a plein de villes où il n'y en avait pas. Pourquoi Tu nous as Bordeaux parlé de Nice, spécifiquement? oui, Enfin, je peux commencer à comprendre le lien avec Bordeaux aujourd'hui. Non, mais déjà, Pourquoi Bordeaux avoir choisi Bordeaux? Tu m'as dit Montpellier. Montpellier fait plus beau quand même. Désolé pour mes amis bordelais, mais. Le premier restaurant, il fait 30 mètres carrés au rez-de-chaussée, c'est pas 27-28 mètres carrés. Au sous-sol, tu as entre 10 et 15 mètres carrés. Tu tournes plein régime. Il y a 5 tables. Déjà, pourquoi tu vas aller à Toulouse ou à Paris? Tu réponds pas comme il faut à la demande déjà localement. Je comprends. Tu vois? Oui, tu as une réputation qui commence à se faire dans la ville, Ouais. autant l'utiliser et développer le business. Deuxième magasin Bordeaux ensuite. Ouais, Gambetta. Et ensuite. En 2013, 2014, j'ai un ami d'enfance c'est lui qui m'a refait la charte graphique du restaurant, qui me propose d'ouvrir un restaurant en Île-de-France. On lui fait une licence de marque au début, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne saurais pas te dire, il aurait pu faire le sien, tu vois. Il ouvre à Tremblay en France, ça se passe bien. Du coup, moi, il me dit de le rejoindre à Paris. À la base, je voulais aller pas trop loin de Bordeaux, tu vois. J'y allais. J'ouvre à Ivry. Il ouvre, entre-temps, il avait ouvert au Bourget. Ça marche. Et là, on est en 2014. Hein. Ça marche comme il faut. Et après, on commence à pousser un peu sur les réseaux. Et là, toujours pas besoin de finance. Enfin, là, c'est Non. lui qui apporte le financement. Non, tu vois, ce qui a peut-être un peu été la contrepartie des financements, c'est que on s'associait, nous. Tu vois. Il s'est associé, lui... Si tu avais des financements, tu ne serais pas autant associé? C'est ça que tu veux dire? Non, pas à ce moment-là, parce que même en autofinancement, Ivry, on s'est débrouillé, on a récupéré à l'époque une location-gérance. Ivry-sur-Seine, non? Ouais, on récupère une location-gérance, tu vois, mais vraiment au milieu, pas au milieu de nulle part, parce que Ivry, c'est Ivry, tu vois.
mais dans Ivry, au milieu de nulle part. Au Est-ce que sens tu peux- où tu- le commerce, il était même pas dans une rue Passante avant de passante ou près du du centre tout. commercial. Non. Tu peux expliquer ce que c'est que la location-gérance en 2 mots? C'est-à-dire que tu détiens pas le contrat de bail, Ouais. tu loues un commerce pour l'exploiter, mais en théorie, en général, quand tu fais ce type d'arrangement-là, tu récupères tout le matériel qu'il y a à l'intérieur et tu exploites la même activité. Tu ne fais pas une location-gérance pour le venir faire autre transformer, chose. oui. Ouais. Et là, vous nous, avez c'est pu ce le qu'on a transformer fait. quand même. C'est ce qu'on a fait. Ça nous a porté préjudice quelques années après. Mais au moment où on le fait, c'est une solution qui fait qu'on investit peu. Tu vois, on investit peu. C'est pareil, les premiers restaurants, ils sont petits et ils sont mal placés. Vous vous débrouillez avec les moyens que vous avez Exactement, mais en pour fait, construire on la a marque. une force de marque et un produit qui fait que les gens ils viennent à nous. Dès ce moment-là. Ouais, déjà, pour te dire, hein, que tu te fasses une idée, le Bourget, il était ouvert et tremblait. C'était mes associés qui les avaient ouverts. Et à Ivry, je lui dis, on va faire un test. On va mesurer la puissance de Facebook à l'époque. Tout à l'heure, je t'ai dit, à Bordeaux, on a ouvert et c'est les amis qui sont venus. Et les résultats, c'est 80 euros. On avait eu 1 ou 2 buzz sur Facebook. On avait été relayé par l'artiste. Ça avait eu un impact un peu sur les chiffres. Et je lui dis, on va faire l'exercice. On va essayer d'ouvrir le restaurant en n'en parlant que sur Facebook. Et le premier jour, il fait 800 euros. On a compris direct. D'ailleurs, vous avez été bon par la suite sur les réseaux sociaux. Mais justement, en fait, on a compris avant tout le monde. Ah oui. Ça veut dire... Des défis qui sont Non, arrivés. déjà à ce moment-là, pour qu'on se restitue dans le contexte, à la base, Facebook, quand on parlait de start-up, à ce moment-là, Facebook, c'est encore une start-up qui perd de l'argent. Où C'est les quoi, gens, ils ont investi, c'est 2014, déjà c'est gros. ça Ouais, c'est déjà gros. Et Facebook, ils ont transformé avant les gens quand ils avaient un profil. C'était un profil Facebook où on mettait un business. Ça veut dire que c'est comme si le business c'était une personne Ouais, dans la présentation. Il n'y avait pas les pages spécialisées. Exactement. Et là, en 2014, ils créent les pages. D'accord. Donc vous êtes parmi Donc, les premiers à avoir une page. avoir une page. C'est-à-dire déjà tous les big players, ils n'ont pas de page. Ce qui est bien quand les big players ils sont pas là, c'est que les prix ne sont pas déréglés. Parce qu'une fois qu'ils arrivent avec La force financière, la devient puissance compliqué. financière, il y a de l'euro, il y a du rouble, il y a du dollar, il y a tout ce que tu veux. Tu vois, tu ne peux pas rivaliser. Mais comme on est au début du truc, ça coûte pas cher d'être visible. Et tout le monde est sur Facebook à l'époque. Exactement. Et on voit l'impact direct, tu vois, c'est que, attends, de 80 à 800, juste avec cet outil. Dès qu'on a compris ça, après, Tout misé là-dessus. quasiment. Après, on a eu plein d'autres supports de communication. Oui. Mais notre fer de lance, c'était ça. À l'époque, on était numéro 1 en France de Facebook, devant tout le monde. Et vous avez été aussi les numéros 1 sur les influenceurs. Parce que moi, comment est-ce que je vous ai connu à l'époque? Et c'était là aussi où vous avez changé le game. Les fast-food, enfin, je parle de mes souvenirs de cette époque-là, il n'y avait que des kebabs. Et donc, on allait, nous, que dans les kebabs, t'as les kebabs après les fast-food américains. Qui n'étaient pas halal. D'ailleurs, c'est un sujet parce que au tacos est halal. Aujourd'hui, il y a une petite polémique autour du sujet. Mais, et à ce moment-là, vous arrivez avec le défi du maxi tacos. Ouais. Bah, tu vois, quand tu parles d'influence, c'est marrant parce que il y a les plateformes et il y a les influenceurs. Et déjà, le premier pas, c'est que on constate l'impact d'une plateforme. Et avant ça, on a aussi constaté, en même temps, à peu près, on a constaté l'impact d'un influenceur. Ouais. Tout à l'heure, je te parlais de l'artiste. L'artiste, c'est l'été où il sort le tube qui cartonne. Il y a son social media manager qui
avec qui on s'entendait bien, il met le giga tacos sur la page de l'artiste. Le restaurant du Bourget passe de 800 à 1300. Tu vois? On gagne 500 € par jour et ça se maintient. C'est En pas. poste. Ouais. C'est là aussi on a compris l'influence. Ouais, c'est le cheat code. Tu vois? Ouais. Je pense que tous les autres players à l'époque, on a notion de l'influence parce que depuis toujours, tu vas prendre une marque comme Nike, elle signe des joueurs et tout ça, mais pas sous ce format-là de quelqu'un qui poste sur sa page, ça impacte un business. On le sent avant tout le monde un petit peu, à l'époque, tu vois. Et donc ça a été le point différenciant, selon toi, pour le développement d'Otakos? D'avoir compris la force des réseaux sociaux et la force la force des influenceurs? Pas que, parce que en parallèle, il suffit pas il y a un produit d'abord. Notre première force, c'est notre produit. Le produit, il est clivant, il est différent, il a sa force, tu vois. Pourquoi clivant? Parce que quand tu arrives sur le marché, il est vraiment différent de tout ce que font les autres. Tu vois, une anecdote, déjà, en Île-de-France, notre plus grosse difficulté, ça a été de faire admettre aux gens que, ok, les frites, elles sont dans le sandwich. C'est exactement ça à quoi je Tu pensais. vois, pour les gens, c'était inconcevable. Partout où ils allaient, C'est pareil. c'est séparé, c'est dans le plateau. Et en plus, ils aiment bien. Les gens, ils avaient cette habitude-là. Et dans les premiers mois, c'est convaincre les gens d'accepter le produit comme on le fait, tu vois. Ce qu'on en comprend, c'est que Tremblay, Ivry, tu t'es associé pour te développer. Et donc, du coup, c'est là Non, en fait, c'est l'association qui a créé la croissance. les deux, à la base, ils étaient en licence. Et après, de là, on commence à avoir 6-7 restaurants qui tournent bien. Et on décide de s'associer tous les 4 pour faire une franchise. Et Pour lancer la franchise, on avait tellement de sollicitations que l'idée, elle coulait de source, tu vois. Les gens, ils nous demandaient, les clients, ils nous sollicitaient pour ouvrir des restaurants. On a dit, on va s'organiser tous les 4 ensemble et on va faire une franchise. Et c'est ce qui définit aussi la réussite d'Otakos, c'est que au lieu d'être un petit peu comme tous les commerçants ou on va dire les marques qu'il y avait avant nous, qui protégeaient leurs secrets, nous, on a cherché à trouver un système qui nous permet de le partager. Parlons de partager. Tu t'es associé avec des gens, 4 personnes. Donc, il y a ton frère, la personne qui avait lancé le Bourget, si j'ai bien suivi. Ils étaient 2, Ils étaient 2. 3 même. C'est quoi les valeurs, selon toi, pour t'associer? Parce que quand on parle d'associer, s'associer dans un business, on comprend que dans ton business, ça a été important, l'association. C'est quoi les valeurs qui t'animent dans une association, dans un business? Et quels conseils tu peux donner à des gens? Parce que quand on parle d'association, la plupart du temps, les gens le prennent un peu comme une forme de menace. Je partage une partie, on ne sait jamais, on peut me prendre. Quel conseil tu leur donnes à travers ton expérience sur le concept de l'association? Et quelles ont été, toi, tes valeurs pour t'associer? Je pense qu'il n'existe pas de science exacte. Vraiment. Tu vois, l'être humain, il est tellement aléatoire et tellement différent que il n'y a pas de formule magique. Je pense qu'une association, c'est une forme de mariage différente, mais qui reprend pas mal de principes du mariage. Ouais. Donc, il y a un peu de concept de la croyance dans l'association. Non. Oui, tu vois. Non et oui. Mais quel conseil tu donneras à quelqu'un aujourd'hui, avec tout ce que tu as appris sur le concept de l'association et les franchises de marque, etc. Un entrepreneur, pour lui dire de s'associer, quel conseil tu lui donnerais? Je pense déjà... Au-delà, c'est pas une science exacte, on s'en doute, puisque c'est des humains, c'est très complexe, il y a toutes les difficultés. Mais si toi, avec ton recul aujourd'hui, quelqu'un, voilà, nos abonnés qui Je pense pensent qu'il faut en trouver l'utilité.
L'utilité, vraiment. Ça veut dire que chacun, il doit amener des skills. La société, elle a besoin de compétences sur plein de formats, sur plein de choses différentes. Et je pense que pour que ça marche bien, il faut que chacun il vienne amener ses compétences et qu'on arrive à se les répartir au bon endroit. Et les valeurs éthiques de tes partenaires, est-ce que c'est important pour toi? Ça Quelles joue. valeurs éthiques sont importantes pour toi, pour les partenaires avec lesquels tu t'associes? Est-ce que ça a été un élément de considération dans l'association, Tu ou ça a sais, juste été la complémentarité des skills, comme tu le dis? à ce moment-là, je dois avoir... 24 ans, 23 ans, Ouais. 25 ans? je Pas très- réfléchis pas aussi loin, Ah oui, ok. tu vois. Mais là, aujourd'hui, Au sens où, bon, les gars, ouais, c'est cool, ça marche. Vas-y, venez, on le fait, on s'associe, et, tu vois, on le fait. Et après, bon, toi, tu fais ça, toi, tu fais le marketing, moi, je m'occupe de l'animation Ok. de réseau. Et après, on se répartit les tâches. Lui, il s'occupe des travaux, lui, il trouve des franchisés. Et, tu vois, c'est... Et c'est aussi bien parce que il y a des... Tu sais, diriger une société, c'est autant prendre des décisions euh, avec les données, tout ça, la connaissance et l'expérience, et c'est aussi l'instinct, tu vois. Et il y a des choses, c'est instinctif. Et donc, on s'est associés instinctivement. Et pour le coup, on partage énormément de valeurs communes. croissance, tu t'associes, vous vous associez tous les quatre, vous créez des contrats des contrats de franchise. Et donc là, c'est quoi la croissance et comment ça s'arrête, du coup, l'aventure Là, Otakos? c'est, Et pourquoi ça s'arrête? Avant de commencer sur la partie investisseur. 2015, on fait, je crois, 25 ouvertures. 25 nouvelles ouvertures sur combien de restaurants qui existaient déjà? Et il y en avait peut-être 8. Je crois qu'on en fait peut-être... j'ai plus les chiffres exacts en tête. Ça Ouais, commence pas à faire grave, ouais, longtemps. pas Et grave. Mais dans les je grandes suis lignes. vieux. Du coup, je crois, en gros, chaque année, la cadence, elle monte. Tu vois. Il y a une année, on ouvre 75 restaurants, je crois. Ouais. Au début, j'allais à toutes les ouvertures, mais à un moment, c'était tellement que je pouvais plus suivre le rythme. Et ensuite, tu revends. Comment ça se passe, la fin de l'aventure Otakos? Pourquoi déjà? Ouais, en 2018, on fait rentrer des investisseurs. Pourquoi vous les faites rentrer? Déjà, on avait un associé qui voulait sortir. Et c'était le moment, un petit peu, on a trouvé cette solution-là pour arranger tout le monde. Parce que nous, on n'avait clairement pas les moyens de le racheter aussi. Et, et donc, on a regardé un peu ce qui se faisait. On a monté un dossier avec une banque d'affaires. Et de là, on a eu un nouvel associé, Caris Capital. Ils sont rentrés au capital. On a un associé qui a arrêté de travailler au quotidien avec nous. Et après, nous, on a enchaîné en 2020. Pourquoi? Pourquoi vous avez arrêté du coup avec un nouvel investisseur? Vous auriez pu faire d'autres choses? Tu as voulu passer à autre chose? C'est quoi l'idée? Au début, ils sont rentrés. Ils ont pris une part majoritaire du capital. On avait un associé et on a senti que leur volonté, c'était de vraiment prendre le contrôle de la société. Et nous, on n'avait pas de problème. On voulait juste entendre le bon chiffre. Vous l'avez entendu? Bah, je suis là. Donc ils l'ont entendu. Et donc là, tu Ouais. revends, tu revendais pas en 2020, c'est ça? En 2020, moi, déjà, j'arrête de travailler en mars 2020. Et 2021. Je pense que tout le monde au mois de mars 2020 avait arrêté de travailler pour le Covid. Ouais, Je crois, plus ou moins. Mais toi, t'as arrêté doublement de travailler. Ouais, pour d'autres doublement. Tu passes de tout à rien. Et 2021, j'ai vendu le reste de mes parts de la société. Et donc là, c'est quoi la nouvelle aventure? C'est le Silmon investisseur. Ouais, C'est ça, donc c'est un nouveau métier en fait, devenir investisseur. exactement. Parce qu'il y avait l'éducation financière de la bonne gestion en fait, de ce que je gagne, je le mets de côté pour des projets.
Mais là, on passe dans un autre domaine. Maintenant, j'ai entendu le bon chiffre. Qu'est-ce que je fais de tout cet argent? Ben déjà, à ce moment-là, on voit le Covid. Et donc là, c'est pas Et propice à Le quelconque Covid, c'est investissement. une période qu'on a tous connue qui est hors du temps. Ça veut dire qu'il y a une situation que nul pouvait imaginer et qui demande des réajustements énormes pour tout le monde. Euh, D'ailleurs, donc, excuse-moi de te couper, 2021, t'as bien vendu parce que justement, c'est pendant le Covid. il y a Ça eu n'a des... pas déprécié la valeur des. Non. Ça allait? Ok. Ouais. Petit aparté. Il avait dit qu'il avait entendu les chiffres en mars 2020. Il a précisé. Enfin, il n'a pas précisé. On le comprend, on le déduit. Avant mars 2020, quand il a arrêté, les chiffres, il les avait connus avant le Covid. Voilà, ce qu'on va résumer comme ça, je pense. Non, c'est ça je veux pas dire de bêtises sur le timing. Peut-être c'était en 2021 le reste, mais bon, bref. Du coup, il y a le Covid. C'est un moment hors du temps. Il passe. Et de là, après, je commence à réfléchir en même temps. Hein. Je commence à réfléchir placement, investissement, qu'est-ce que je vais faire. Mais déjà, j'avais besoin de marquer un temps de pause et le Covid, il était parfait pour ça. Au sens où je sors de 10 ans d'activité très intense. Mhm. Là, tu te faut- poses, tu tu souffles un voyages, tu reprends un peu de recul. Ouais. Prends un peu de recul. Et quand est-ce que ça Je fais commence? beaucoup de sport. Ouais. Quel sport? Je fais tout. Du foot, de la boxe, je vais à la salle de sport. Pendant le Covid, je faisais des 2-3 heures de sport. Ah, t'étais en France? Le premier confinement, j'étais en France. Le deuxième, j'étais à Dubaï. Ouais. Et parce qu'un jour, ma femme elle me posait la question, elle me dit, mais tu crois que tu vas être pro? Pourquoi pas Elle m'a coupé les jambes. J'ai dit, ah, en vrai, elle a raison, tranquille. Cool. C'est trop. Du coup, j'ai relâché, là, t'as vu, j'ai repris un peu. Non, mais ta femme va te dire de revenir, ne t'inquiète absolument pas pour ça. Et du coup, ce premier investissement, ça arrive à quel moment? Lequel? Bah, Le Simon investisseur. Silman investisseur, oui, tu nous dis, oui, j'ai pris ce moment de pause, je souffle, je fais du sport, je vais à Dubaï, je voyage. Ouais, et je réfléchis la meilleure Donc, il y stratégie a en la fonction stratégie, oui, de, c'est ça. de mes objectifs, de la répartition de mon cash, tu vois, Ouais. de comment je dois investir, comment je dois placer. Tu te fais accompagner pour ça ou t'es plutôt un peu tout seul sur cette partie-là, Simon investisseur, quand tu commences à reprendre cette casquette-là? Là, c'est plus entrepreneur ou là où tu te fais commencer vraiment un peu à te faire accompagner là? J'ai eu des conseils, je pense, c'était mi-amical, mi-professionnel. Tu vois, c'est à ce moment-là que je fais aussi ta connaissance. Je cherche à me renseigner, je cherche comment faire. Il y a eu toi, il y a eu, je pense à Toufik Rezik au début. Et Donc, c'est Toufik Rezik qui m'introduit aujourd'hui chez mon partenaire bancaire. Parce que je cherche les solutions qui vont convenir à ce que je veux faire Il y a ta valeur. et à mes valeurs. Donc si Parce tu contactes Kader, c'est qu'il y a une question liée à la finance islamique de près ou de loin, à ce moment-là? Exactement. Aujourd'hui, je pense, tu vois, on est dans le monde où, par exemple, un like, c'est presque un vote. Et la manière dont ton argent il est placé, c'est comme si tu votais, limite. Tu vois? C'est vrai. Et ça veut dire que si il est placé de la mauvaise manière, tu peux encourager des choses qui te vont pas. Tu vois? Donc, savoir placer son argent, le placer d'une manière où t'es pas
en train de contredire qui t'es ou tes valeurs, c'est important. Tu vois? Et c'est Donc, quoi tes valeurs? Et c'est quoi tes valeurs là-dessus, en tant que Silmon investisseur aujourd'hui? c'est-à-dire, Tu dis pas investir là, pas je- investir là. pour moi, c'est le charia compliant, on va dire, C'est-à-dire tu vois. que les secteurs dans lesquels tu veux investir sont à externalité sociale positive. Pas que je veux, je fais. Je fais. Oui, effectivement. Ouais. Mais alors, Tu fais uniquement des investissements qui ont un Charia- impact, qui ont un impact charia réel. compliant. et tu parles de partenaires bancaires. Donc les investissements que tu fais sont uniquement via des banques à ce moment-là? Ou est-ce que tu as aussi de l'investissement dans Je regarde des un peu projets l'immobilier, je entrepreneuriaux? fais un petit peu T'as de d'immobilier l'immobilier? commercial, mais je me rends compte aussi que, voilà, tu vois, l'immobilier, c'est un autre système et que c'est un système aussi qui nécessite beaucoup de financement et qui a très peu de formats qui peuvent me convenir. Donc, je suis assez restreint et c'est du long terme. Ça alimente pas une routine. Je suis jeune, j'ai de l'énergie. Et donc, à ce moment-là, je me dis, il faut soit faire du private equity aussi en parallèle pour investir dans des sociétés, accompagner des entrepreneurs. Private equity pour nos Ouais, abonnés. Ouais, vas-y. Non, je Ah t'en non, prie. vas-y, Ah, c'est ta spécialité, je pourrais pas te la voler quand même. Private equity, Non, le définis private pour nos amis. equity, quoi. c'est de l'investissement qui est fait directement dans des entreprises, en général de taille, enfin qui ne sont pas cotées, donc Exactement. entreprises de taille intermédiaire, ou on a aussi du venture capital dans des startups. Et toi, justement, lorsque tu fais ces investissements dans ces entreprises, donc c'est de l'économie réelle, hein, concrètement, c'est les entreprises de la région parfois, ou ça peut être... Enfin, c'est des entreprises humaines. Toi, quand tu fais ces investissements, comment est-ce que tu vas rechercher ces entreprises? Comment est-ce que tu les trouves? Comment est-ce que tu t'assures aussi que c'est Sharia compliant? C'est des sujets un peu complexes parce qu'on n'a pas de fonds aujourd'hui en France. Alors, je sais pas si c'est en France ou à Déjà, l'étranger. je ne l'ai pas fait via un fonds. Je l'ai D'accord. fait En direct. directement dans des sociétés où j'ai investi dans des hommes, d'abord, tu vois. Et c'est par le biais des relations, des fois, des rencontres de la vie et de choses, aussi parfois de recherche, mais tu vois, ça a été un peu par réseau. Au gré des opportunités, tu investis dans une entreprise dans laquelle tu es convaincu. Exactement. mission Et tu es qui resté compte. dans le domaine de la restauration halal, dans le cadre de tes investissements, ou tu es sorti? Parce que tu as parlé d'immobilier, on a compris, mais en dehors de l'immobilier, dans Private Equity, tu te concentrais sur des sociétés dans la restauration halal, ou tu es sorti un peu de ton champ d'expertise? Non, je suis sorti. Après, tu es libre de donner les noms pour les noms. Non, On je n'est suis pas forcément- sorti aussi de ça. Euh, j'ai eu plusieurs... ouais, j'ai touché d'autres choses. Et alors, qu'est-ce que tu en as pris? Tu étais Il plus y à a eu l'aise? ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais, bon, bof. J'ai investi dans une autre société bien. Mais c'est pareil, c'était quelqu'un de chez moi et voilà. Et pourquoi pas dans le halal? Parce que toi, tu as quand même cette expertise, tu connais le marché, tu connais les acteurs, tu connais le business. Ça te convainc pas le halal? Tu Non, penses qu'il n'y a pas d'avenir? c'est pas ça. C'est que... Vous les diversifiez. Non, c'est que déjà, on est dans un apprentissage continu. Donc, tu vois, tous les jours, tu apprends de différentes choses. Avant d'être dans la restauration ou dans le halal, je suis un commerçant. Ouais. Donc, mon expertise pourrait, en théorie, s'appliquer à d'autres formes de commerce. Tu vois? Mais là où j'ai passé plus de temps et où je m'y connais le mieux, oui, c'est la restauration. Et du coup, tu as fait beaucoup d'investissements dans le cadre de la restauration? Quelques-uns, ouais. Quelques-uns. Et qui Quand ont été même. plutôt un succès? Que tu qualifierais de... C'est en cours. Son cours de succès?
déjà, tu vois, même quand on dit restauration halal, je trouve que c'est réducteur pour Otakos. Pourquoi? Parce que Otakos, c'est un bon produit, c'est un tacos qui est halal. Mais C'est pas le halal qui rend un tacos le. voilà, tu vois ce que je J'ai veux bien dire? Ouais. compris, ouais. Ouais. Et en fait, pour moi, et même nous, on n'a jamais spécialement communiqué sur le fait que ça l'est. Non. C'est pas notre argument commercial numéro un, loin C'est de la là. qualité du produit. Tu vois, nous, C'est le produit et le prix. on cherche à faire la différence par ce qu'on vend et, et toucher un maximum de personnes et vendre. Je vais pas te vendre un produit que je consomme pas, en fait. Mm. Tu vois. Donc, déjà, ça serait un non-sens que ça le soit pas. Et dans tes investissements, tu as la même logique que Bah ouais. tu investis que dans des choses où. Tu vois, chacun il place son curseur. Mais c'est pareil. Tu vois. Chacun il place son curseur, mais il y a des choses que je m'interdis de faire. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé précédemment, tu vois. Vraiment, si on se parle d'argent, tu vois, il me dit pourquoi vous vendez en 2018, tu vois, tu gères une société, elle vaut des millions, mais tu es locataire. À chaque fois que, tu vois, en France, le système, il est fait d'une manière où mieux vaut que tu laisses ton argent dans ta société pour la développer et que tu te serves, tu vois. Et donc, forcément, et après, nous aussi, c'était que le projet, il nécessitait du réinvestissement. Non seulement tu fais pas de financement, mais en plus, si tu réinvestis pas, tu vas pas t'en sortir, tu vois. Mhm. Vraiment. Mhm. Il n'y a pas de magie là-dessus, tu vois. Il faut que tu sois capable de générer du bénéfice. Et ce bénéfice, il y a de fortes chances que tu en aies besoin pour rendre ton projet plus solide, plus grand, plus truc. Mais il y a toi aussi dans l'équation, tu vois. Euh, je te dis, le gros changement pour moi aujourd'hui, tu vois, au tacos, on l'a fait par nécessité. On était vraiment, tu vois, c'est les mecs de Grenoble qui le ont et qui ont envie de, tu vois. Aujourd'hui, je travaille moins par nécessité, mais je travaille plus par le fait que j'aime travailler. Tu vois, aujourd'hui, quand je vais au travail le matin, je sais que j'y vais parce que j'aime le faire. Donc un sens. Tu as retrouvé un sens. La première, c'était la Exactement. J'ai eu le nécessité. temps de m'en rendre compte aussi, tu vois. Des fois, quand tu travailles trop par nécessité, dans ton cerveau, tu vas affronter des problèmes, tu vas te dire, ah, encore des problèmes, tu vois. Ah, des problèmes, des problèmes. Ah, des problèmes, des problèmes. Tu vois, tu n'as pas la même posture. Et les problèmes, tu les vis pas de la même manière. Alors que quand tu vas au travail, parce que tu sais que tu avais envie d'y aller et que tu aimes ton travail, quand les problèmes ils viennent, tu les avales d'une autre manière encore. Mais c'est pas le même. Sentiment face à la difficulté Exactement. et la manière de le traiter. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Totalement. Totalement. Et c'est le cas de beaucoup qui cherchent un sens à ce qu'ils font. Exactement. Et ça, c'est important. C'est important. Là, en l'occurrence, c'est pas un petit sujet parce que beaucoup ont la nécessité de travailler, mais tout le monde n'a pas le luxe de Tu vois, travailler en exactement. fonction de son éthique et effectivement voir tous ces problèmes-là Exactement. d'une manière totalement Mais différente. même une question de dynamique et d'énergie, c'est pas forcément être entrepreneur. C'est quand tu te lèves le matin, tu vas à ton travail, tu y vas juste pour remplir le frigo. Quand il y a des problèmes, quand il faut s'investir, tu n'auras pas la même énergie que quelqu'un qui vient et qui travaille parce qu'il aime son travail. Tu vois? Lao Tse Tong disait ça. Hein. Aimez ce que vous faites et vous n'aurez pas une seule journée où vous vous lèverez pour aller travailler. Exactement. Mais c'est vrai, et c'est ce que j'ai Découvert entre les deux cils-mois avec les années. exactement dans le temps de pause, c'est ce que j'ai eu la chance de me rendre compte aussi, tu vois. T'as un temps de pause, t'as plus de temps, mais il manque quelque chose. Le sens. Il manque quelque chose. Tu sais, moi, dans ma dynamique, tu vois,
aller dormir le soir et pas avoir le sentiment de faire le maximum, ça m'embête un petit peu. Le maximum, c'est pas que le travail, hein, tu vois. C'est quoi le maximum pour toi? Ta famille heureuse? Tu vois, on a 5 rendez-vous dans la journée déjà, essayer à y arriver. Après, s'occuper des gens de qui tu es responsable. Prendre le temps pour mes amis et travailler, tu vois, mettre l'équilibre dans tout. Et dans tout, y accorder du temps, même si c'est la denrée la plus précieuse, c'est le temps, tu vois. Mais arriver à bien balancer les choses pour, euh, pour avoir le bon équilibre. Tu vois, j'ai pas toujours la bonne balance. Tu vois, des fois, je suis trop au travail, des fois, je suis en retard là-bas, mais j'essaye de mettre le bon, tu vois. Le bon curseur Ouais, le dans bon curseur. dans toutes les parties. En parlant de curseur, pour beaucoup d'entrepreneurs, ils ont une vraie problématique sur la question du financement. Et, Ça revient à la question du temps d'ailleurs. Ouais, ouais, absolument. Beaucoup veulent être entrepreneurs, notamment pour une des raisons que tu viens de citer qui est très importante, c'est avoir le plaisir de se réveiller le matin pour faire quelque chose qu'on veut faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de cette forme de nécessité, surtout chez les jeunes aujourd'hui, qui veulent de plus en plus entreprendre. Et ils se confrontent tous à une question. La question du financement. Comment est-ce que je me finance sur mes projets Déjà, et en conformité en plus, puisque nous on parle de finance islamique, en conformité avec mes valeurs religieuses et éthiques. déjà, il faut casser cette pensée que tous les projets ils ont besoin d'un financement, tu vois. Peut-être que si j'avais utilisé on avait utilisé nos 40 000 euros en apport, on aurait ouvert un restaurant à, à 200 000 euros, qui aurait été mieux placé, plus grand, et que à la moindre variation d'activité, on serait retrouvé étranglé aussi. Parce qu'on n'aurait peut-être pas pu payer le loyer qui aurait été plus élevé, plus le crédit, plus les employés. Tu commences pas dans un restaurant à 200 000 comme tu commences dans un restaurant à 40 000. Mais à ce moment-là où on commence, on n'a pas le niveau de gérer un restaurant à 200 000. Donc en fait, on a la taille de nos ambitions. Et on a la taille de notre expérience et de ce qu'on vaut aussi. Quand on nous lève le rideau, on n'a jamais travaillé. J'avais jamais travaillé un seul jour de ma vie dans un restaurant. Donc j'ai tout à apprendre. Donc tu vois, tu me dis est-ce qu'on t'aurait prêté, mais est-ce que je méritais qu'on me prête? Pas de question. Tu vois? Donc c'est même pas qu'une question d'éthique, c'est même pas qu'une question de finance islamique. Non, Une là je te question parle aussi- vraiment de niveau de compétence. Ouais, c'est une... Je me reprends le premier jour. En vrai, si tu prends mes compétences de restauration le premier jour où j'ai exploité un restaurant, tu vois. Ouais, le temps. Prendre Mais le temps. par contre, tu nous prends peut-être 6 mois après déjà, attention, 6 autres mois après, attention, et quand tu viens, tu vois, Et 2 ans après, si tu avais eu des solutions de financement pour te développer x2, x3, est-ce que ça t'aurait des solutions de financement qui conforment à l'éthique musulmane? Est-ce que toi, tu les aurais saisies? Avec du recul, hein, je te parle. tu sais, en fait, j'ai plusieurs exemples dans mon esprit, et notamment en restauration, tu vois. Euh, Nous, on devait répondre à un succès, tu vois. Tu as le cas du... Tu vois, tu as 3 cas de figure. Tu as notre cas de figure, on a du succès, on fait de la franchise, les franchisés viennent avec leurs fonds, ils ouvrent leur restaurant, ils nous payent une redevance, et nous, dans la redevance, on essaye non seulement de faire grandir notre marque, de développer notre business, de créer de la rentabilité et de la valeur, tu vois. Donc ça, c'est notre cas de figure. Donc tu vois, les fonds, ils viennent au final d'ailleurs. Ouais. Tu vois, on a ouvert, nous, en 2018, il y avait déjà 250 restaurants. Ça a peut-être coûté, je sais pas moi, si tu fais la moyenne, peut-être il y a eu plus de 100 millions d'investis pour les ouvrir. Mhm. Et les 100 millions, ils C'est sont des venus de... solutions de financement, en fait, quelque part, Non, mais externalisées. Exactement.
J'ai un autre cas de figure avec un franchiseur qui a fait plus de succursales que nous. Il a ouvert plusieurs restos, il a fait beaucoup de financement. Après, le problème, c'est le Covid, il vient. Le Covid, il vient. Nous, la chance qu'on a eue, par exemple, chez Otakos, c'est que tous ceux qui étaient forts en livraison, le business, il a continué pendant la période du Covid parce que les livraisons, ça a pété, tu vois. Mais pour les autres qui ont des financements et qui n'ont pas un business compatible, ça a été 2 fois plus dur. Parce que le moindre dos d'âne, tu le sens. Tu vois, une petite variation d'activité, comme ça, quand tu as fait un financement, tout est calculé sur ton business plan. T'as pas beaucoup de marge. C'est une voiture sans amortisseur, limite. Tu vois. Ouais. Et après, quand tu vas au bout de ta capacité d'endettement, c'est pareil. Ouais. Faire attention, parce que les banques, elles prennent aux entrepreneurs à qui elles font confiance. Et après, le but de l'entrepreneur, ça devient de lever de la dette, limite. Et après, il perd son... Il est exposé à... On va dire... au final, tu as 10 restaurants, il a son ego qui travaille comme s'il a 10 restaurants, mais moi, je préfère avoir un restaurant qui gagne que 10 qui perdent, en fait. Tu vois? Et en fait, ça te contraint à gérer tes affaires sainement. Tu vois? Ouais. Tu es contraint, tu sais que tu es obligé d'attendre, mais tu vas jamais aller plus vite que la musique. Tu gagnes pas d'argent, tu n'ouvres pas. Tu vois? Alors que quand tu es capable de lever de la dette, tu peux ne pas gagner d'argent et d'ouvrir des restaurants et te mettre en danger un peu plus, tu vois? C'est ce qu'on appelle l'économie réelle en réalité. Exactement. C'est croître en fonction de la réalité de Donc, son terrain. ta vitesse de croissance, il y a tout qui est régulé. C'est juste que, par exemple, pour nous à Otakos, on avait une croissance de marque qui était tellement forte par rapport à ce qu'on pouvait répondre. Et la franchise, c'était le meilleur moyen de répondre. Et il y aura toujours des arrangements dans le business. Nous, ça a été la franchise. J'ai un autre exemple d'une marque qui s'est développée tout en propre et qui a levé des fonds, mais qui n'a pas levé de dette. Oui, donc c'est du financement participatif. Là, on est dans le partage des pertes et profits. Si tu gagnes, je gagne. Si tu perds, je perds. Ouais, exactement. Et ça veut dire qu'ils ont eu des gros investisseurs, ils sont rentrés au capital. Est-ce que là aussi, c'est pas une forme de pression aussi? Alors, Il y a des gens qui viennent. Tu sais, c'est un peu... Tu as vu, je pense à ce business case. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un cas similaire à Otakos. Ils ont eu succès équivalent. Et les fondateurs se sont retrouvés avec une légère participation par rapport au global. Mais ils ont vendu beaucoup. Tu vois? Donc au final, c'est peut-être les investisseurs qui ont ramassé le plus. Mais c'est un peu comme nous. Nous, en fait, à la place que ce soit des investisseurs, c'est des franchisés. Et ça veut dire que nous, la différence d'eux, à la place que ce soit des gros investisseurs qui ont gagné, ça a été des franchisés. Tu as peut-être une centaine de franchisés qui ont des restaurants qui valent de l'argent, tu vois. Donc, c'était deux méthodes différentes, tu vois, mais dans les deux, il y a eu du succès et ça a fonctionné. Donc, tu me diras ce qui est le mieux. Moi, les deux me vont. C'est clair. On arrive à la fin, on a une petite question à laquelle, moi particulièrement, je voudrais te la poser. On a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Quel conseil tu donnerais à ces petits jeunes aujourd'hui? Ils ont tous mangé ton tacos. Là, ils vont avoir une chance d'écouter, de t'écouter et d'écouter, et j'espère d'avoir écouté jusqu'au bout cette émission pour que tu leur donnes ce petit conseil. Et j'ai juste envie de te dire, donne ce petit conseil à Silman qui a 17 ans. Qu'est-ce que tu dirais à Silman à 17 ans, là, devant la caméra, pour qu'il devienne le Silman que tu es aujourd'hui? Ben, j'ai pas vraiment... Qu'est-ce que tu lui dirais? Pas forcément conseil. Non, mais en fait, si je pensais à un conseil, tu vois, c'est l'argent est dans la poche, pas dans le cœur. Mais en fait,
Je le savais déjà à l'époque et je le sais encore aujourd'hui. Parce que toi, t'es en direct. Elle est difficile la question, tu vois, parce que, parce Je que raconte la pause, c'est parce qu'elle est difficile. elle est difficile parce que même dans tes erreurs, il y a eu un format d'apprentissage. Et pareil, si je devais donner un conseil aux gens, les erreurs, c'est pas un problème en fait, mais parce que je suis la somme de mes erreurs, tu vois. Et donc, faites pas d'erreurs fatales. Faites des erreurs quand même. Tu vois. Et il y a des erreurs, elles sont fatales. Tu vois. Si on globalise, tu as vu, si un jeune, il est dehors, qu'il fasse attention parce qu'il y a les erreurs fatales dehors, tu vois. Et dans le travail, ça l'est beaucoup moins, voire pas du tout. Et, et c'est pareil dans vos business. Faites des erreurs, pas les fatales. Après, on ne sait jamais, mais évitez de vous mettre dans les situations où vous, vous pouvez nuire à vos idées. Tu vois? Du fait que vous êtes peut-être vous êtes peut-être rendu vulnérable. Tu vois? Faites confiance, mais pas trop. Ma dernière question, pour conclure, est-ce que tu pourrais, justement, tu nous parles de valeurs pour terminer sur ce dernier conseil, euh, quelle valeur éthique est-ce que tu donnerais, et quel conseil au niveau des valeurs éthiques est-ce que tu donnerais à un entrepreneur, quelqu'un qui se lancerait? Vraiment de mettre des bonnes intentions quand vous interagissez avec les gens. La NIA dont tu Ouais. parlais. Mettez les bonnes intentions, vous n'aurez pas de regrets. Mais si vous mettez les mauvaises intentions, vous en aurez. Tu vois, quand tu mets les bonnes intentions avec les gens, quand ça se passe mal, mais c'est pas grave. Tu sais, du fond, ta conscience, elle travaille pas. Tu as été droit, tu as été carré. Exactement. Et surtout, il y a une valeur qui se perd, c'est la parole aussi. C'est très, très important, la parole. Tu vois. Euh, on est dans un moment où tout va vite, ça change vite, et on peut même admettre qu'on peut se parler pour rien, et c'est pas quelque chose que j'admets moi. C'est-à-dire que, tu vois, si vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous y allez, ou si vous y allez pas, vous excusez. Je sais pas, aussi, ayez une parole, et la parole, elle est importante. La parole C'est-à-dire, fait il l'homme. faut pas négliger la parole, elle est plus importante qu'une signature sur un chèque, ou que c'est important. La parole, c'est très très important, et je trouve que ça se perd un petit peu, mais il reste quand même. Des hommes de parole. Ouais. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, Silmo. Merci C'était infiniment. très riche. Merci beaucoup d'avoir donné de ton temps pour nous, pour les auditeurs Pour les surtout. auditeurs. Oui, c'est ça. On a découvert un personnage profond qui mesure ses mots. Parce que quand tu parles de parole, je pense que même tes mots, tu les mesures. Et autant qualitativement que quantitativement, et ça, c'est plutôt appréciable. On te remercie beaucoup parce que j'espère que ça éclairera et on espère vraiment avec Anis que cet épisode très attendu de la part de beaucoup d'ailleurs sur la question de l'entrepreneuriat et de l'éthique est en est un beau symbole et comme plein d'autres demeurant, mais Après, encore une fois, si on s'adressait vraiment aux jeunes globalement, et pas à une personne particulièrement, et, qui... il y a des millions de jeunes qui vivent dans l'univers où j'ai vécu, qui rencontrent des difficultés similaires, qui sont confrontés au monde et qui débordent d'idées. Et nous, on a ouvert un chemin, on l'a poussé jusqu'à un certain stade. Je pense que aujourd'hui, ça pourrait aller plus loin. Et je pense que clairement,
Euh, on aura bientôt plusieurs jeunes qui sont issus de la partie un peu plus défavorable, on va dire. Mais on ne se victimise pas, hein, jamais, parce qu'il y a déjà de quoi faire. On se lève avec la volonté et on sait que tout peut arriver. Qui vont rentrer dans les top fortunes de France sans forcément passer par le sport. Je pense qu'ils sont déjà nés, ils arrivent. Ouais. Et On pas les par la guette, classe on sport. les attend. Ouais. Bon, en tout cas, si tu as pu leur semer quelques graines à cela, ou si tu as pu les confirmer, on t'en remercie du fond du cœur. Merci, c'était un très bel épisode. Et c'était un vrai honneur et un vrai plaisir de t'écouter. Plaisir partagé, messieurs. Merci beaucoup, Simon. Merci pour l'invitation. Avec Merci, plaisir. mon ami.